continue d'obscurcir les perspectives d'une relance de la croissance mondiale. Et dans notre sous-région, désormais, l'économie nigériane s'essouffle, comme nous le constatons tous. Et les prix des matières premières flambent et dans leur sillage entraînent une inflation euh, qui couvre toute notre sous-région. L'inflation des denrées alimentaires, des produits de première nécessité qui touchent toute notre sous-région. Or, nous savons que l'inflation n'a jamais été le résultat d'une malgouvernance économique de l'État, mais l'inflation est toujours due à une spéculation commerciale des commerçants ou des marchands. Donc, vouloir marcher contre un gouvernement à cause de spéculation commerciale, vous trouvez ça démocratique? Non, pour moi j'appelle ça de l'apatridie. Alors, en faisant, je pense que le clergé a violé un principe de la République. Notre constitution, la constitution du 11 décembre 1990, en son article 2, dit que nous sommes une république laïque. Oui, le clergé béninois, l'Église catholique, a violé le principe de laïcité. Il ne faut pas s'en cacher, parce que la laïcité, nous n'avons pas inventé la République, comme on n'a pas inventé la démocratie. Alors, si nous voulons pratiquer la démocratie, les élites dont vous parlez, si ces élites étaient républicains dans l'esprit, parce que nous sommes à un moment où c'est l'esprit républicain. L'esprit républicain devient de plus en plus une évidence. S'ils étaient responsables, comme vous le dites, s'ils étaient républicains, s'ils étaient démocrates, ils ne se seraient pas allés à ce colloque pour faire leurs observations. Parce qu'ils ne peuvent pas se réunir sous la coupole d'une église et faire des observations à la République. C'est la même chose que la question des 20%, parce qu'en demandant désormais aux partis politiques d'avoir recueilli 20% de suffrages exprimés par circonscription électorale avant de lever des sièges à l'Assemblée nationale. Quel est le but? Premièrement, c'est de rapprocher désormais les partis politiques de nos concitoyens. Il faut que les partis politiques soient plus proches des préoccupations de nos concitoyens. Parce que je vous l'ai dit, aux dernières élections, 2 millions de Béninois se sont abstenus de vote. C'est c'est qu'il y a aujourd'hui une méfiance à l'égard de la chose politique. Et or, le contexte dans lequel nous sommes exige que nous puissions être un peu rassemblés entre gouvernants et gouvernés. Donc, demander 20%, c'est rapprocher les partis politiques de nos concitoyens qui doivent tenir beaucoup plus compte des préoccupations des Béninois et les intégrer dans leur plateforme programmatique. Mais dans le même temps, c'est renforcer la légitimité. Suivez l'intégralité de la vidéo après ce message. J'espère que vous appréciez toujours autant le contenu que je partage avec vous sur ma chaîne. Rejoignez ma communauté pour avoir le privilège de recevoir la version numérique de mes chroniques et une compilation de 200 chroniques sur l'actualité politique au Bénin publiées chez Lamentin. Si vous le souhaitez, cliquez sur le bouton rejoindre. Le débat autour du nouveau code électoral est loin de s'éteindre avec les différentes initiatives comme le colloque du clergé autour de ce code. Malgré sa promulgation, certaines chapelles politiques estiment que des dispositions de ce code ne garantiront pas des élections inclusives et apaisées en 2026. Si le code électoral divise les acteurs politiques, les syndicats ont plutôt le préfet du littoral, Maître Alain Orunla, dans leur ligne de mire à cause des difficultés rencontrées dans l'organisation des marches de protestation contre la vie chère. Votre émission de ce dimanche 5 mai sera consacrée à ces deux points qui cristallisent l'opinion depuis plusieurs semaines. Et pour nous accompagner, M. Fred Kwenou, un acteur politique qu'on ne présente plus. Il est membre du Bloc républicain. Par ailleurs, M. Fred Kwenou est politologue, consultant spécialisé dans des questions d'intégration sous-régionale. Bonsoir, M. Fred Kwenou. Très heureux de vous accueillir sur notre plateau.
Monsieur Jossou, bonsoir. Je ne sais pas si vous me recevez. Oui, je vous reçois J'ai très pas un bien. moment de la peine à vous recevoir. Bonsoir, Monsieur Jossou, et bonsoir à tous les internautes, à tous nos concitoyens qui nous suivent depuis votre plateforme. Merci de me recevoir sur votre chaîne. Merci. Merci beaucoup et toutes nos excuses plutôt à nos internautes qui nous attendent depuis une quarantaine de minutes. On a eu quelques difficultés techniques à démarrer cette émission. Je vous présente toutes nos excuses. Euh, on va essayer de rattraper le temps perdu. Donc, commençons cette émission directement par le code électoral. Monsieur Fred Kouenou, quelle est votre appréciation globale du code électoral dans sa nouvelle monture? Est-ce que ça rencontre vos aspirations en tant qu'acteur politique? Monsieur Jossou, je voudrais vous dire à vous, puisque je connais vos convictions sur la question, et à travers vous, à tous nos concitoyens qui nous suivent ce soir, que c'est de loin le meilleur code électoral que nous puissions avoir dans le contexte historique qui est le nôtre actuellement. Vous savez, la mondialisation déboussole notre pays et nous pousse dans une insécurité culturelle qui paralyse chez nous l'idée de progrès et d'amélioration de la condition humaine. Le totalitarisme islamique qui frappe à nos portes nous oblige à lui opposer des valeurs. La seule solution que nous ayons, c'est la maîtrise de notre souveraineté. Et il n'y a pas de souveraineté du peuple sans corps électoral, parce que le peuple n'exprime sa souveraineté qu'à travers le corps électoral. Oui, Monsieur Josso, la souveraineté du peuple ne se trouve pas dans la rue, encore moins sur les réseaux sociaux. Elle se trouve dans la convocation de son corps électoral. Et sans le code électoral, il n'y a pas de possibilité de convoquer le corps électoral afin que notre peuple puisse exprimer sa souveraineté. Voyez-vous, je disais que le contexte historique dans lequel nous sommes nous montre que c'est le meilleur des codes que nous puissions avoir. Parce qu'il y a une réalité dans notre pays que nous avons tendance à perdre de vue dans nos analyses. C'est que depuis bien longtemps, nous sommes une société qui traverse une crise existentielle, qui se nourrit d'une absence d'horizon commun. Chaque soir, nous nous endormons en nous demandant de quoi le lendemain sera fait. Et chaque matin, des milliards d'êtres humains se lèvent en se disant que le progrès est à la portée de leurs mains. Nous, le progrès, nous ne savons pas toujours ce que ce thème signifie. Parfois, quand on l'évoque, c'est un thème qui nous angoisse. Parce que depuis longtemps, nous nous sommes toujours comportés non comme une nation, mais comme une mosaïque de tribus ennemies les unes des autres. Résultat, au lendemain des indépendances, nous avons eu une flopée de partis politiques aux élans régionalistes, ethnocentriques, qui nous ont... C'est cette situation qui nous a conduit jusqu'en 2018. Parce que même s'il y a eu la parenthèse du parti unique entre 1972 et 1990, à la conférence nationale, nous avions encore opté pour le multipartisme intégral. Et là, nous avons ouvert la vanne. On comptait dans notre pays plus de 300 partis politiques qui étaient comme des clans familiaux, avec des militants plus ou moins aimés et appréciés qui sont chargés d'organiser à l'approche d'élections des manifestations farouches et furibondes que nous appelons souvent vitalité de la démocratie. Voyez-vous, Monsieur Diosso, c'est dans ce contexte qu'en 2018 est intervenue la réforme du système partisan
qui émet la volonté de pouvoir désormais confier l'animation de la vie politique et la gestion des affaires étatiques à de grands partis politiques. Mais il faut noter qu'en 2023, nous avons assisté à un fait inédit, c'est qu'il y a eu environ plus de près de 2,5 millions de Béninois qui se sont abstenus d'aller aux élections. Il y a comme un air de méfiance et de défiance de nos concitoyens à l'égard de la chose politique. Et parce que la crise économique a amplifié nos handicaps, la paupérisation ronge les classes moyennes. Et au cœur de cette dépression collective, nos institutions elles-mêmes sont touchées. Alors, ce code électoral, non seulement il répond au contexte historique dans lequel nous sommes, aux défis que nous avons à affronter, la mondialisation, le totalitarisme international, mais ensuite, il vise à renforcer nos institutions et à rapprocher plus les partis politiques de nos concitoyens. Alors, c'est le meilleur des cours que nous puissions avoir. Je ne sais pas si la connexion permet que vous receviez correctement. Oui, c'est bon, je vous entends parfaitement. Donc, D'accord, on va plonger un peu dans ce code électoral ensemble alors. La décision de corriger ce code est partie d'une décision, d'accord. si je me répète, de la Cour constitutionnelle. Est-ce que selon vous, les députés à l'Assemblée ne sont pas allés au-delà de ce que la Cour voulait qu'on apporte comme correction à l'ancien code électoral? D'abord, il faut d'abord savoir que le député est un élu de la nation qui exerce une partie de la souveraineté nationale. Et par conséquent, on ne peut pas dire que les députés sont allés au-delà parce que c'est de leur prérogative que de proposer, de modifier et de voter des lois. La Cour a attiré l'attention sur une rupture d'égalité entre les parrains. Il appartenait aux députés de corriger ça dans la forme qu'ils entendent. Parce que, à part l'Assemblée nationale, aucune autre institution républicaine ne peut voter les lois. C'est le rôle des députés. Et donc, qu'ils l'aient fait en même temps, je pense que s'ils avaient euh, violé la recommandation de la Cour elle-même aurait attiré leur attention sur ça. La Cour n'a pas fait cette observation. Donc, je pense que il n'y a, il n'y a pas de quoi s'alarmer sur ce sujet. OK, si on regarde un peu le vécu que le pays a eu par rapport à l'ancien code, souvent on a parlé d'un certain nombre de blocages au sein de ce code. Par exemple, on a parlé du quitus fiscal, on a parlé de la question du parrainage. Est-ce que les députés n'auraient pas pu profiter pour pouvoir résoudre ce problème définitivement pour que les prochaines élections puissent se passer sans grande difficulté? À mon entendement, je crois que toutes ces questions ont été réglées. Il y a eu euh, des préoccupations qui ont été soulevées par les députés. On a suivi tous la plénière en direct sur la chaîne parlementaire. Et je crois que toutes ces préoccupations ont été prises en compte. Il y a aujourd'hui les délais pour que l'administration fiscale, par exemple, puisse délivrer le quitus fiscal, les délais ont été rapprochés et les observations de l'administration fiscale doivent être effectuées en un seul bloc pour éviter les tracasseries aux différents candidats. Je crois que toutes ces questions ont été prises en compte. Peut-être restons au niveau du parrainage. Si Oui. on écoute un peu les partis se réclamant de l'opposition, pardon, euh, le nombre actuel pour pouvoir avoir un candidat à la présidentielle, c'est 28 députés, ou sinon 28 parrains. Et ce nombre, les gens trouvent qu'il y a une coïncidence avec le nombre exact de députés du Parti des démocrates. On va dire la même chose pour le BR aussi. Est-ce qu'on ne prend pas là un risque inutile où on va se retrouver
dans les conditions où éventuellement s'il y a défection au niveau du parti LD ou de votre parti, par exemple, ces deux partis ne puissent pas aller aux élections. Ce que je comprends, Monsieur Diossou, c'est désormais que le nombre de parrains doit être de 15% des élus, députés ou députés et maires, et qui doivent provenir issus des 3/5 de nos circonscriptions électorales. Voyez-vous, je disais tantôt que le contexte dans lequel nous sommes, parce que le code électoral, en fait, c'est une certaine idée du Bénin, une certaine idée du Bénin, de son rayonnement, de sa puissance, de sa force, de ce que nous voulons pour notre pays à la fin de ce premier quart de siècle. Alors, aujourd'hui, en décidant de porter le nombre de parrains à 15%, issus de 3/5 des circonscriptions électorales, quel était le but, quelle était la volonté? Il n'y a pas autre volonté que de renforcer l'autorité de l'État qui doit être incarnée par le président de la République. Je disais tantôt que nous sommes dans un contexte où, sans le renforcement de notre arsenal politique et institutionnel, nous ne pourrions pas faire face aux défis que le monde nous lance. C'est la même chose que la question des 20%, parce qu'en demandant désormais aux partis politiques d'avoir recueilli 20% de suffrages exprimés par circonscription électorale avant de lever des sièges à l'Assemblée nationale. Quel est le but? Premièrement, c'est de rapprocher désormais les partis politiques de nos concitoyens. Il faut que les partis politiques soient plus proches des préoccupations de nos concitoyens. Parce que je vous l'ai dit, aux dernières élections, 2 millions de Béninois se sont abstenus de vote. C'est qu'il y a aujourd'hui une méfiance à l'égard de la chose politique. Et or, le contexte dans lequel nous sommes exige que nous puissions être un peu rassemblés entre gouvernants et gouvernés. Donc, demander 20%, c'est rapprocher les partis politiques de nos concitoyens qui doivent tenir beaucoup plus compte des préoccupations des Béninois et les intégrer dans leur plateforme programmatique. Mais dans le même temps, c'est renforcer la légitimité de notre Parlement. Si on ne renforce pas la légitimité de notre Parlement, nos concitoyens ne vont pas se retrouver dans nos institutions. Et j'ai dit la crise de défiance qui secoue notre pays depuis des années. Dans cette dépression collective, nos institutions également sont touchées. Donc, il faut renforcer la légitimité de notre Parlement. Et ensuite, il faut réarmer l'autorité de l'État qui doit être incarnée par le chef de l'État et par le duo de candidats. Donc, moi, je pense qu'à partir de cet instant, la question des 15% de parrain ne vise pas essentiellement un parti politique en particulier, ou la question de 20% ne vise pas un parti politique en particulier, mais ce sont les mécanismes par lesquels nous devons renforcer, un, la légitimité du Parlement, deux, réarmer l'autorité de l'État qui doit être incarnée par le chef de l'État. Et j'irai même loin. L'interdiction qui est faite désormais aux élus, maires ou députés, d'avoir à parrainer un candidat en dehors de leur parti ou de ne parrainer qu'un candidat issu d'un parti ayant un accord de gouvernance avec le parti politique. Mais quel est le but? C'est désormais à raffermir davantage le lien entre nos concitoyens et les élus parce que les Béninois estiment que les zigzags éreintent la démocratie sociale. Les Béninois pensent de plus en plus que les allers-retours des élus fragilisent l'action politique et créent des suspicions vis-à-vis des acteurs politiques de notre pays. Et je pense qu'on ne peut pas en même temps passer tout le temps à dénoncer ces faits. Vous qui êtes de la société civile, qui n'êtes pas engagé dans un parti politique clair, vous n'avez pas cessé depuis des années de faire ces dénonciations, de dénoncer les zigzags des acteurs politiques, de dénoncer les allers-retours. Donc aujourd'hui, que le code électoral exige ces choses, je pense que nous devons tous
applaudir et prendre conscience de ce que notre État-nation est en train de se forger pour faire face aux défis que le monde actuel nous lance. Sur la question des 20%, est-ce que vous comprenez Oui. qu'il y a un risque quand même qu'aucun parti ne puisse atteindre ces 20%? J'ai écouté le député Oden Aladantin qui a donné sa solution dans cette hypothèse-là. Quelle est votre solution au cas où aucun des partis ne puisse réunir ces 20% au niveau, comme exige actuellement le code électoral? Je n'ai pas cette inquiétude, moi. Je n'ai pas cette inquiétude. Pourquoi? Parce que je sais que les Béninois sont attachés à leur démocratie et que, comme tous les peuples, nous rêvons du meilleur pour notre nation. Si les acteurs politiques, toutes tendances confondues, redonnent confiance aux Béninois en leurs institutions, et c'est ce que visent ces mesures du code électoral, les 20%. Il faut qu'un Parlement soit légitime. N'oubliez pas qu'avec les 20%, les députés qui seront au Parlement seront des députés ayant provenant d'un parti politique qui aura réussi à avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Les 20%, ce sont des concitoyens qui vont voter. Alors, dire qu'aucun parti ne peut atteindre ce pourcentage, c'est estimer que de plus en plus les Béninois se désintéresseront de la chose politique et que la chose politique deviendra seulement celui des acteurs politiques. Le code électoral, il faut qu'on comprenne quel est le message que nous portons. Le code électoral n'est pas seulement une loi pour les seuls acteurs politiques, M. Diosso. C'est une loi et pour acteurs politiques et pour notre peuple. C'est surtout une loi pour notre peuple. Parce que pourquoi un code électoral? Parce que c'est le seul moyen à travers lequel nous puissions choisir nos dirigeants, nos gouvernants, qui pour voter des lois auxquelles nous serons soumis pendant 5 ans, qui pour définir la politique de la nation qui doit nous conduire pendant 5 ans, qui pour mettre en œuvre la République des territoires. Et à partir de cet instant, on ne peut pas dire que les Béninois se désintéresseront au point où les partis politiques ne vont pas recueillir 20%. Et tous les partis, non. Il y aura des partis qui n'auront pas 20% parce qu'ils n'auraient pas travaillé, ils ne se seraient pas rapprochés, ils n'auraient pas compris la préoccupation de nos compatriotes à travers les communes et les circonscriptions électorales. Mais je ne suis pas dans la logique parce que cette logique suppose que les Béninois aient abandonné le Bénin seulement aux seuls acteurs politiques, ce que je ne conçois pas. Quand j'écoute nos compatriotes, quand je les regarde, je sais qu'ils sont inquiets, qu'ils sont préoccupés par l'avenir de leur pays et de leurs enfants, parce qu'ils savent, peut-être un peu confusément parfois, que nous sommes dans un monde qui exige beaucoup plus. Et nos institutions ne peuvent rien faire s'ils n'ont pas la légitimité. Je vous ai dit, la solution que nous avions pour faire face aux enjeux du monde moderne tel qu'il se présente, c'est la souveraineté. Et si les Béninois n'expriment pas leur souveraineté à travers leur corps électoral, alors nous aurons des institutions qui ne seront pas légitimes et par conséquent qui ne peuvent pas mettre en œuvre des politiques de redressement national pour nous permettre de faire face aux défis d'aujourd'hui. La question des 20% inquiète, on va dire une partie de l'opinion. On comprend que vous, ça ne vous inquiète pas quand même. Une partie de l'opinion par rapport à l'incident que le pays a connu lors des élections municipales de 2020, où un parti comme le PRD qui avait eu la majorité dans l'OME ne siège pas actuellement dans les conseils municipaux. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans un même scénario où un parti qui euh, aurait raté seulement une circonscription électorale au niveau national peut ne pas se retrouver à l'Assemblée à la prochaine législature? Monsieur Joshua, je souhaiterais que vous prêtiez un peu attention à ce que je vous dis. Je vous dis que nous sommes dans un contexte où la mondialisation déboussole notre pays. Nous sommes dans un contexte où l'idée de progrès et d'amélioration de la condition humaine s'épuise. Nous sommes dans un contexte où le totalitarisme islamique nous oblige à lui opposer des valeurs. Dans ce contexte, vouloir que l'État soit dirigé par les acteurs politiques implique forcément que nous ayons de grands partis nationaux, des partis
qui se charge de mobiliser nos concitoyens pour que la politique puisse réaliser de grands objectifs, de grandes choses, que de continuer à rester dans la logique de 90, qui est une logique ancienne, une logique dépassée. Parce qu'aujourd'hui, c'est de nouveaux clivages que nous avons. Les clivages anciens, avec des partis qui avaient des relents régionalistes ou ethnocentriques. Quand vous donnez l'exemple du PRD en 2020, le PRD fut un grand parti politique de notre pays, mais dans le modèle ancien. L'électorat du PRD, vous l'avez dit tout à l'heure, s'étalait exclusivement sur le mai et un peu sur le plateau. Quand vous regardez nos populations ressortissantes de cette région, vous voyez qu'ils appartiennent à un groupe sociolinguistique particulier. Est-ce que vous pensez qu'au XXIe siècle, avec les soubresauts du monde, avec les défis qui sont les nôtres, nous devons continuer à avoir des partis politiques qui se réclament d'un département, d'une région ou d'un clan? Non. Il est important que nous puissions travailler à avoir des partis politiques qui expriment la clarté des idées, la clarté des convictions et que nos concitoyens, où qu'ils se trouvent, sur l'ensemble du territoire national, puissent se reconnaître à travers ces partis politiques. Donc, cette inquiétude, s'il y a un parti qui fait le plein dans un département et qui n'arrive pas à s'en sortir dans les autres départements, c'est que c'est un club électoral, ce n'est pas un parti politique auquel il faut confier les rênes de ce pays dans le siècle dans lequel nous sommes. Vous savez mieux que moi, mieux que quiconque et que nos concitoyens, peut-être que nous savons de quoi nous parlons. Vous êtes dans un pays européen et vous connaissez les réalités du monde d'aujourd'hui. Ces réalités de là-bas sont les mêmes que les nôtres parce que le monde est devenu un village planétaire. Nous faisons face aux mêmes épreuves. Et vous pensez que nous devons continuer de souhaiter que dans notre pays, que des partis ne soient que des partis régionaux? Non, il faut, pour pouvoir diriger le Bénin. Et c'est ce que on parlait tantôt des 15% de parrains issus de 3/5 de ces concessions. Pour diriger le Bénin désormais, il ne faut plus espérer que ce soit seulement les députés ou les maires de sa région, de son aire culturelle, de son aire linguistique, qui nous parrainent. Parce qu'on a l'impression, on aura l'impression que ce n'est pas une représentation de la nation, mais que c'est un clan et que c'est une région. Dans un passé récent, quand vous allez dans l'administration publique, j'ai entendu des gens le dire, vous entendiez aux heures de pause ou à l'intérieur des bureaux, vous n'entendiez pas le français, qui est la langue de travail, mais vous entendiez des dialectes. Et on a l'impression que chaque fois qu'il y a un président qui vient au pouvoir, c'est la plupart du temps, ce sont les gens de sa région qui sont autour de lui. Et nous sommes habitués à ça. Mais nous savons tous que ce sont des faiblesses de notre démocratie et que ces choses-là fragilisent la République. Donc oui, Monsieur Diosso, pour une fois que nous avions un code qui nous permet de dépasser ces boulots, je pense qu'il faut avancer et ne pas se préoccuper. Le PRD n'en est pas mort pour autant. Aujourd'hui, le PRD a fondu dans un grand ensemble. Les acteurs politiques du PRD continuent d'exister, d'occuper des responsabilités. Et donc, je pense qu'il faut encourager ces ensembles. Au lieu d'en faire une inquiétude et d'en faire une préoccupation. Voilà. Les inquiétudes dont nous parlons actuellement ne sont pas Oui. seulement, ne viennent pas seulement on va dire, des partis politiques. On a vu récemment, vous avez parlé de la société civile, mais on a vu récemment aussi le clergé qui a initié une journée pour pouvoir réfléchir par rapport à ce même code. Est-ce que vous pensez que c'était opportun d'organiser cette rencontre alors que le code est déjà promulgué? Monsieur Diosso, je disais tantôt que le code électoral, c'est l'expression d'une certaine idée du Bénin, d'une, euh, de sa force, de sa puissance, de son rayonnement, tel que nous voulons. C'est l'expression d'une manière de vivre. Et en tant que tel, voilà pourquoi je disais tout à l'heure
que la mondialisation nous mettait dans une instabilité culturelle, dans une insécurité culturelle. Vous savez, Monsieur Diosso, la mondialisation, ce n'est pas seulement la redistribution des cadres militaires, financières et, et économiques à travers le monde. C'est avant tout une bataille de l'intelligence. Et en tant que bataille de l'intelligence, elle a pour principale arme la culture. La culture, c'est l'expression de ce que un peuple, c'est la projection d'un peuple dans le temps et dans l'espace. Alors oui, en s'attaquant à ce code électoral qui a été voté, qui a été, dont la constitutionnalité a été déclarée par la Cour, et ensuite qui a été promulguée par le chef de l'État. En s'attaquant à cela, oui, la Cour constitutionnelle, le clergé, du moins, a mal agi. Le clergé s'est attaqué à une partie de notre culture, parce que nous pensons pour notre peuple, et le clergé n'a pas ce droit. Vous savez, ce faisant, je pense que le clergé a violé un principe de la République. Notre constitution, la constitution du 11 décembre 1990, en son article 2, dit que nous sommes une république laïque. Oui, le clergé béninois, l'Église catholique, a violé le principe de laïcité. Il ne faut pas s'en cacher, parce que la laïcité, nous n'avons pas inventé la République, comme on n'a pas inventé la démocratie. Alors, si nous voulons pratiquer la démocratie, nous devons la pratiquer en tenant compte de tout ce qu'il y a autour. La laïcité est un principe qui nous vient des constituants de la Révolution française et de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui disait que dans tous les cas, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, y compris religieuses. C'est pour dire combien la religion devait rester du domaine intime. Mais la laïcité, c'est aussi une valeur. Et elle dit, c'est un État qui ne financie, qui ne salarie aucune religion. C'est un État qui se tient à égale distance de toutes les religions. C'est un État qui permet le doute, un État qui permet la faveur, un État qui permet l'espérance, un État qui permet la manifestation de toutes les religions, à condition que la manifestation et aucune des manifestations ne trouve l'ordre public établi par la loi. Et c'est là que je voulais en venir. À condition qu'aucune des manifestations ne trouve l'ordre public établi par la loi. Alors, faire un colloque sur le code électoral, critiquer le code électoral qui a été voté par l'institution régulière, l'Assemblée nationale, la conditionnalité vérifiée par la Cour constitutionnelle, promulguée par l'institution ayant droit, le président de la République. Ce faisant, la Cour a violé l'article numéro 2024-13 du 15 mars 2024 portant modification du code électoral. Ça, c'est clair. Le clergé ne peut pas faire ça. Et malheureusement, je n'ai pas vu de réaction non plus de la part des pouvoirs publics. Je n'ai pas vu de réaction parce que il fallait, pour moi, il fallait une réaction ferme. Il fallait, et c'était le rôle, à mon avis, du ministre de l'Intérieur. J'attendais de lui un communiqué, une réaction ferme, qu'il puisse le dire de façon placide, mais fermement, qu'il puisse dire à l'Église que ce n'est pas son rôle et que l'Église devait rester dans son couloir. Parce que, dites-moi, que dirions-nous? Que dirait la société civile, la diaspora, les intellectuels comme vous, les élites comme vous, le jour où le gouvernement dira à l'Église que son enseignement, que sa doctrine n'est pas conforme à la vision qui dirige l'État et demander à l'Église d'avoir à cesser ses enseignements dans les cathédrales, qu'est-ce qui va se passer en ce moment? Qu'est-ce qui va se passer? Ou que ferions-nous lorsque d'autres religions vont se lever et vont faire aussi leur colloque pour dire qu'ils se rejoignent dans ce code? On va vers la guerre des religions. Alors, on ne peut pas vouloir régler un problème. Vous ne pourrez pas vouloir donner des leçons aux acteurs politiques vous-même en bafouant l'autorité de l'État et en violant allègrement le principe de la laïcité. Moi, je pense que le clergé n'avait pas à faire ça. Mais malheureusement, dans notre pays, ça fait longtemps que la République s'affaisse. Ça fait longtemps que les 1000 petites fêlures laissent la place et deviennent maintenant aujourd'hui de grandes fractures que nous sommes en train de gérer.
Et une fois de plus, les pouvoirs publics n'ont pas été fermes. J'attendais plus de fermeté de la part du gouvernement, de la part du ministre de l'Intérieur, que je n'ai pas eu. C'est vrai, j'ai vu, mais c'est pas son rôle. J'ai vu le porte-parole du gouvernement euh, faire quelques observations, mais c'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de rassurer les Béninois que nous avons une république qui tient debout, qui est laïque. L'Église est privée. Tout ce que l'Église fait est d'ordre privé. Or, la loi, elle est publique. La République est publique. On ne peut pas aujourd'hui substituer les lois de la République aux lois de l'Église. Ce n'est pas le dogme ecclésiastique qui va devenir loi pour nous dans notre pays. Non, c'est pas possible. Nous, on ne veut pas vouloir une chose et son contraire, M. Biossou. À ce colloque, on a vu quand même, on a vu des personnalités comme Maître Robert Dosso, on a vu aussi Monsieur Mathias Humpé ou encore le professeur Guédegui, qui a priori ne sont pas rattachés à un politique, à un parti politique. Est-ce que il est possible de faire quand même une place à leurs observations, même si ce n'est pas pour modifier le présent code électoral, mais pour l'avenir? Je pense que ce monsieur avait la largesse de s'exprimer en dehors de ce colloque, en dehors de ce cadre. Parce que dans ce colloque, nous avons aussi vu des prêtres en soutane. Nous avons aussi vu que le clergé était en soutane. Vous savez, récemment dans notre pays, il y a un monsieur qui a manifesté parce qu'il estimait que on l'a brimé dans ses droits, mais je crois que il doit être un notaire, je crois. Il a manifesté dans sa tenue, mais il a été sanctionné. Alors pourquoi, parfois, on a l'impression que avec certains corps intermédiaires, tels que l'Église, on prend des gants. Non, les élites dont vous parlez, si ces élites étaient républicains dans l'esprit, parce que nous sommes à un moment où c'est l'esprit républicain devient de plus en plus une évidence. S'ils étaient responsables, comme vous le dites, s'ils étaient républicains, s'ils étaient démocrates, ils ne se seraient pas allés à ce colloque pour faire leurs observations. Parce qu'ils ne peuvent pas se réunir sous la coupole d'une église et faire des observations à la République. Ils auraient pu se rapprocher au moment où la loi était encore en débat à l'Assemblée nationale des différentes chapelles politiques. On sait aujourd'hui qu'il y a trois grands partis qui sont représentés au Parlement et faire des observations. Ils auraient même pu saisir le Parlement. C'est des gens qui ont eu à occuper des postes de responsabilité et qui comprennent comment l'État fonctionne. Donc, s'ils avaient des observations à faire, ils auraient pu se rapprocher des institutions et parler que d'aller faire ce débat qui, à mon avis, euh, diminue tout fondement à leur raisonnement scientifique, aussi scientifique qu'il soit. Pour finir sur cette question du code électoral, est-ce que nous nous acheminons pas vers les mêmes scénarios comme en 2019 ou 2021? Parce que avant ces élections, on a eu un certain nombre d'alertes où les gens qui s'étaient exprimés par rapport à certaines dispositions de la loi qui ne permettaient pas l'inclusivité des élections. Et est-ce on n'a pas l'impression aujourd'hui qu'on est directement sur la même voie du fait que les observations des uns et des autres ne sont pas nécessairement prises en compte pour pouvoir permettre les élections apaisées en 2026. Monsieur Diosso, selon vous, quelle est la partie de ce code, quelle est la partie de ce code qui exclut les partis de présenter des candidats aux différentes élections qui viennent en 2026, élections présidentielles, législatives et communales? Quelle est la partie, quel est l'article qui les empêche de le faire? Quel est Oh, l'article? oui, oui, Monsieur Fresco, on a parlé tantôt de quitus fiscal qui est délivré par un fonctionnaire de l'État. On a vu comment ça a été organisé pendant les autres élections Oui, où les gens ont oui, dormi, oui. même au niveau du ministère des Finances sans jamais. On a entendu beaucoup de récits, les gens qui ont dit qu'ils ont tout payé, mais ils n'ont jamais eu leur quitus fiscal. On peut prendre juste cet exemple-là. Oui, On aurait pensé euh, que en voulant oui. améliorer le code, on aurait pu soustraire ça pour permettre, pour enlever la main de l'État dans l'organisation des élections, pour éviter des grincements de dents inutiles, quoi. Mais qui aurait pu, quelle autre structure, outre la Direction générale des impôts,
pourrait être capable de délivrer le quitus fiscal dans notre pays. Il n'y a pas une autre institution autre que ça. Et la Direction générale des impôts relève de l'administration publique qui relève de la compétence de l'exécutif. D'accord. Ce qu'il faut faire, c'est, on a pris les dispositions dans ce code électoral pour que les choses se fassent de manière beaucoup plus, avec une plus grande sérénité. Et à mon avis, je crois que nous n'avons pas d'inquiétude à avoir à ce sujet. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont été une, avec, avec une volonté d'accélérer le processus pour permettre que les choses se passent autrement. Et donc, moi, je pense que il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. La Direction générale des impôts relève de l'administration publique. Et que si demain il y a des difficultés, on saura où situer les responsabilités. Ce ne fut pas le cas la dernière fois. Et la dernière fois, si on avait estimé à l'Assemblée de l'ancien code, ce code était présenté. Elle a formulé des amendements qui ont été pris en compte, que ce soit en commission comme en plénière, nous avons tous vu, même si au finish, l'opposition n'a pas voté. Donc, j'ai le sentiment que nous n'avons pas de difficulté à ce niveau. D'accord. Donc, nous allons aborder le deuxième volet de notre émission parlant de la grogne sociale avec les marches, empêcher des syndicats. Euh, au- Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, parce qu'on sait qu'à un moment donné, le gouvernement a revalorisé les salaires, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les fonctionnaires font de la surenchère, le fait de décider d'aller marcher contre la vie chère? Euh, D'abord, la cherté de la vie que nous rencontrons aujourd'hui, il faut en connaître les origines. Comme je le dis, il y a la surchauffe. Le monde est en surchauffe. Et les tensions géopolitiques continuent d'obscurcir les perspectives d'une relance de la croissance mondiale. Et dans notre sous-région, désormais, l'économie nigériane s'essouffle, comme nous le constatons tous. Et les prix des matières premières flambent et dans leur sillage entraînent une inflation euh, qui couvre toute notre sous-région. L'inflation des denrées alimentaires, des produits de première nécessité qui touchent toute notre sous-région. Or, nous savons que l'inflation n'a jamais été le résultat d'une malgouvernance économique de l'État, mais l'inflation est toujours due à une spéculation commerciale des commerçants ou des marchands. Donc, vouloir marcher contre un gouvernement à cause de spéculation commerciale, vous trouvez ça démocratique? Non, pour moi, j'appelle ça de l'apatridie. Alors, mais à cela, il faut ajouter quelque chose que j'ai noté dans notre pays. Le mouvement syndical dans notre pays fonctionne encore avec les éléments que nous avons hérités du 19e siècle. Vous savez, le mouvement syndical dans notre pays vit avec une conception ou bien, je dirais, une assertion des relations sociales qui continuent de se baser sur la lutte des classes, même si ce thème n'est plus en vogue aujourd'hui. Parce que dans le processus du 19e siècle, la lutte des classes, on pense que il faut lutter, il faut s'opposer aux chefs d'entreprise, il faut s'opposer aux dirigeants de l'entreprise pour permettre aux travailleurs ou aux ouvriers d'obtenir l'amélioration de leurs conditions de vie. Mais dans le cas d'espèce, c'est l'État qui est l'employeur. C'est l'État qui, dans ce siècle, est dans l'épreuve et en rupture. Ce que nous vivons tous cette situation. Alors, décider de marcher dans ces conditions, décider
de dénoncer l'État, tout comme si l'État est responsable de l'inflation, qu'il y ait une spéculation commerciale. On a l'impression que ça ne, ça ne répond à rien, alors que nous sommes dans un contexte où l'intérêt général, où le refus du fatalisme, où l'esprit républicain devait être les socles sur lesquels devrait se jouer aujourd'hui le destin de notre pays. Est-ce que ces syndicats sont responsables? Est-ce qu'il n'y a pas une main invisible qui manipule ces corps intermédiaires? On parlait tout à l'heure du clergé catholique qui fait un colloque sorti de nulle part sur une loi républicaine et ensuite des syndicats qui sont des corps intermédiaires parce que les syndicats, c'est les travailleurs, l'Église catholique gère ses fidèles, c'est quand même de grands groupes sociaux qui décident d'aller à l'affrontement. Il y a comme un aide déjà vu dans notre pays. Et je pense que nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Et ça doit nous interpeller tous, savoir finalement qu'est-ce qui fait. Et je l'avais dit que le problème de notre pays, depuis toujours, c'est une absence d'horizon commun. Même quand nous faisons face ensemble aux défis, même quand nous subissons le coup du monde qui change, parce que nous n'avons pas été préparés économiquement, socialement, culturellement, politiquement à faire face à cette vague. Le Nigeria a des problèmes et nous subissons le coup. La Chine a eu des soucis, nous en avons subi le coup. Et donc, dans cette épreuve, comment est-ce que des nôtres peuvent décider d'affronter encore? Parce que le gouvernement, c'est comme notre soldat. C'est le gouvernement qui est au front et qui se bat pour que notre peuple ne disparaisse pas dans cet engrenage, parce que les peuples qui sont insouciants, qui ne mettent pas en place des réformes nécessaires, disparaissent dans les faits divers. Vous êtes en Europe, vous voyez ce qui se passe. Des pays entiers disparaissent, sont placés sous tutelle, sous coupole des institutions financières internationales, avec des programmes d'ajustement structurel. L'Afrique n'échappe pas à cela. Déjà avec le taux d'endettement que nous avons. Est-ce que dans ce contexte, il faut l'unité? N'est-ce pas l'unité, le rassemblement que nous devons chercher? Doit-on encourager des syndicats à aller à l'affrontement? Et on dit que on veut faire une marche pacifique. Monsieur Gassou, est-ce dans une marche pacifique qu'on dit à un président de la République dégage? Est-ce dans une marche pacifique qu'on dit d'un président de la République qu'il est voleur? Mais en même temps, puisque je connais vos convictions personnelles, on a eu à échanger sur plusieurs émissions. Monsieur Diosso, est-ce que vous ne convenez pas avec qu'il devient urgent que notre pays aille vers une révolution, que je dirais, une révolution libérale, vers un changement complet de notre logiciel autour du thème de liberté? Parce que, au nom de la liberté de chacun, on veut faire n'importe quoi pour mettre notre pays en danger. Selon vous, est-ce qu'il ne C'est faut pas qu'on là, réussisse? Monsieur Fred, c'est là, je voulais en venir. Quand vous avez Oui, abordé la question de la liberté, si la oui, Constitution garantit la liberté aux syndicalistes de manifester, oui, est-ce que même oui, s'ils étaient de mauvaise foi, est-ce que le oui. rôle de l'État n'est pas de les accompagner juste pour de quadriller la marche, pour qu'il n'y ait pas de débordement, que d'interdire carrément une marche alors que la Constitution leur donne le droit? Oui. Euh, la Constitution confère au droit, aux syndicats et à toute personne d'ailleurs de marcher. Vous avez parlé de droit. Est-ce que vous pensez qu'une république, qu'une nation ne peut se construire que sur des droits et les devoirs? Oui, je suis d'accord, Monsieur Diossou, parce qu'on dit que la démocratie, c'est la liberté.
La règle, c'est la liberté. Mais il n'y a pas de liberté sans règle. Qu'est-ce que nous faisons des devoirs? Nous n'avons que des droits? N'avons-nous aucun devoir envers notre pays, envers nos voisins, envers les autres? Le rôle de l'État, la Constitution confère des droits à chacun. Mais le rôle de l'État, n'est-ce pas de veiller à ce que chacun fasse ses devoirs? Parce que nos droits ne sont garantis que par les devoirs de chacun. Et la conception, oui, Excusez-moi, je ne vous arrête pas. Est-ce que leur oui. devoir n'était pas d'envoyer des lettres, comme ils ont dit qu'ils l'ont fait, à la mairie de Cotonou et à la préfecture pour informer qu'ils prévoient organiser une marche? Est-ce qu'ils n'ont pas fait leur devoir dans ce sens? Je dirais que leur devoir de patriote dans ce contexte, c'est de soutenir notre gouvernement, les soldats que nous avons envoyés au front. Vous savez, pendant longtemps, on a constaté que les syndicats dans notre pays ne sont que dans la revendication. Ils ne sont jamais dans la réflexion opérationnelle. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, ils sont en permanence dans l'optique de la lutte des classes, dans l'optique de ce que les travailleurs sont opprimés et qu'il faut qu'ils luttent, qu'ils se battent contre les dirigeants pour obtenir une amélioration de leurs conditions de vie. Alors que le monde autour de nous, vous savez, en fait, c'est ça le problème. Le problème de la plupart de nos concitoyens, c'est qu'ils refusent de nier que nous sommes dans un nouveau monde, que nous sommes entre deux mondes. Un monde ancien qui a de la peine à mourir et un monde nouveau qui est en train de naître et que dans ce monde, tout est à reconstruire pour nous parce que nous ne sommes pas préparés à affronter cela. Et donc, je disais tantôt, au moment où les autres nations, les autres se lèvent en se disant, oui, le progrès est à la portée de notre main, nous, on se demande de quoi demain sera fait parce que nous n'avons pas un horizon commun. Est-ce qu'on va dire que dans ce contexte, le devoir des syndicalistes, c'est de déposer un courrier pour marcher, ou leur devoir, c'est de mener des réflexions opérationnelles, de se rapprocher, de chercher le dialogue avec le pouvoir, de discuter. Et j'ai cru comprendre que même à la veille de leur marche, il y a eu un échange entre le numéro 2 du gouvernement béninois, entre le ministre d'État, Abdoulaye Biotchané, vous le savez, il est le président du bloc républicain, et les syndicats pour quand même leur montrer la réalité de ce que nous vivons, mais que et depuis de cela, ça ne les a pas empêchés de maintenir leur marche. Alors, cette marche, c'est pour plaire à qui? C'est pour obtenir quel résultat? C'est pour obtenir quelle transformation? C'est pour aider qui? Cette marche, c'est pour élever le niveau de vie, parce que, au cas où vous l'avez oublié, les syndicats n'ont pas le monopole du cœur. Ils ne sont pas les seuls à prendre conscience des difficultés de notre pays. Notre gouvernement en a plus conscience que quiconque. Donc, par conséquent, est-ce qu'on va dire que oui, la Constitution leur donne le droit et que leur devoir, c'est de déposer? Non, monsieur Diossou, je ne veux pas que nous voyons leur devoir dans ce cas. Quel est leur devoir vis-à-vis de leur pays qui traverse une longue épreuve? Vous savez, aujourd'hui, les États-Unis, la France et le Canada sont fouettés, eux aussi. Ils sentent déjà des difficultés. Et nous, pourquoi pensons-nous que nous ne serons pas fouettés aussi à notre tour par ce vent de l'histoire qui souffle, surtout nous qui n'avons pas été préparés? Parce que de quoi s'agit-il? Je ne sais pas s'il faut rappeler ça à nos concitoyens pour qu'ils comprennent. C'est que nous sommes dans un siècle qui est celui des grands bouleversements économiques, sociaux, culturels. La Chine est passée deuxième puissance économique devant le Japon. La Chine est passée première puissance importatrice des produits technologiques devant les États-Unis. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour un pays qui était considéré comme l'usine du monde, avec près de 100 millions de diplômés des universités, la Chine devient aujourd'hui le laboratoire du monde. L'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud et la Russie avancent à masse forcée. Il y a aujourd'hui un affrontement parce que tout ça bouleverse les rapports de force qui sont issus du XXe siècle. Il y a quoi? Il y a 20 ans.
Et on a vu depuis la fin du Covid, de grandes puissances se sont dressées pour remettre en cause cette hiérarchie et réclamer leur dû. Nous, qu'est-ce que nous faisons? On n'existe pas, nous sommes de petits pays. Pas d'économie, n'a pas de ressources minières. Nous n'avons que notre intelligence, notre main-d'œuvre, notre jeunesse et notre peuple pour avancer. Et je ne veux pas rentrer dans les considérations du pourcentage de notre PIB qui est affecté aux travailleurs. Je voudrais vous dire que ces réflexions, ce que je dis, n'engagent en aucun cas mon parti politique et n'engage le gouvernement, mais c'est une réflexion de citoyens. Vous pensez qu'on va continuer à cela? Vous pensez qu'il faut continuer comme ça, sans réformer profondément notre administration? Vous pensez qu'on va continuer avec l'État-providence pour obtenir quel résultat, pour arriver où? C'est pas comme ça que les pays se développent aujourd'hui. C'est pas comme ça que les pays font face à leurs difficultés. Donc oui, nous avons besoin d'un sens plus élevé d'intérêt général. Nous avons besoin d'un sens républicain et nous avons besoin que chacun de nous fasse plus d'efforts parce que nous sommes tous embarqués dans la même barque. Aujourd'hui, l'ennemi, c'est pas le gouvernement et c'est la faute des acteurs politiques de l'opposition. Vous savez, ils font croire à nos concitoyens que le Bénin va se réenchanter, que le Bénin va se développer comme par enchantement, qu'il n'aura plus de difficultés lorsque Patrice Talon aura quitté le pouvoir. Mais c'est faux, parce que la crise dans laquelle nous sommes est plus profonde que ça. Ce discours démagogique et populiste ne, ne donne pas à nos concitoyens de la lucidité pour apprécier la situation. Aujourd'hui, on a fait de Patrice Talon et de son gouvernement l'ennemi. Je ne dis pas que tout ce qui se fait est bien, mais je demande de la lucidité. La lucidité, c'est qu'avant de juger un gouvernement, il faut voir le contexte, l'environnement dans lequel nous agissons. Quel est le contexte historique dans lequel nous fonctionnons? Et quels sont aujourd'hui les défis que nous avons à relever? Si nous continuons de fonctionner comme ça, comme nous le fonctionnons depuis 1960, en clan, en ethnie, où chacun cherche ses intérêts, parce qu'on ne voit pas l'horizon commun, M. Diosso. Dans 20 ans, nous ne serions plus peut-être à même de faire ce débat. Nos enfants le feraient. Et on sera triste de constater qu'ils seraient en train de mener le même débat que nous menons aujourd'hui. Parce que notre peuple n'aura pas pris conscience que dans un monde de 7 milliards d'habitants, nous ne sommes que 12 millions. Autrement dit, nous représentons 0,01% de cette population. Au lieu que chacun de nous dise, et moi, et moi, et moi, et moi, qu'est-ce que j'ai? Est-ce qu'il n'est pas temps que nous commencions par dire, et nous, et nous, et nous, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qui revient au Bénin? Comment le pays grandit? Qu'est-ce qu'on fait pour que nos enfants qui viendraient après nous soient fiers de notre pays? La réflexion, elle va se poursuivre, certainement. Oui, oui, bien sûr, mais Monsieur Fred Renoir, on sait que chaque année, le Oui, pays traverse la période de soudure entre deux saisons et le gouvernement passé, si, le gouvernement de Yahi Boni, oui, avait une structure qui s'appelait l'ONASA, qui a été supprimée par le nouveau gouvernement. Est-ce que oui. c'est pas, on n'a pas creusé notre propre tombe le fait de ne pas remplacer cette structure comme l'ONASA pour pouvoir diminuer les secousses lors de la période de soudure? Non, c'est une option de gouvernance. Le président Yahi avait voulu rester dans l'État-providence, un État qui peut encore faire du commerce à la limite, un État qui peut faire du social. Aujourd'hui, les conditions ne nous permettent plus de rester dans le contexte de l'État-providence. Parce que l'existence de l'ONASA et les activités de l'ONASA, qu'est-ce que ça coûtait aux contribuables? Quand le gouvernement actuel a évalué cela, sachant que les inflations sont cycliques et périodiques, est-ce qu'il fallait maintenir l'ONASA en place, quoi que cela puisse coûter le fonctionnement de cette structure, l'entretien
et la charge salariale de ces structures, quoi que cela puisse coûter aux contribuables. Parce que, en voulant régler les questions cycliques liées à l'inflation et à la sous-production ou à la production que nous n'arrivons pas à faire à contre-saison, est-ce qu'il fallait mettre en place une, il fallait maintenir en place une structure qui peut être une structure qui grève les finances de l'État. C'est une option politique. C'est une option de gouvernance. Et ce régime a fait le choix de ne pas rester dans cela. Allez voir ce que ça coûtait au contribuable béninois. Peut-être que si on vous le dit, vous direz, mais dans le cadre de la réforme de l'État, il faut éviter les sujets budgétaires. Mais est-ce que finalement, et est-ce qu'il n'est pas temps que nous ayons dans notre pays des acteurs politiques qui décident aussi de prendre ce secteur en charge? Lorsque on a initié que sur certains produits agricoles, qu'il y ait des structures à l'interne qui se chargent d'acheter ces produits. Nous avons été encore les premiers à crier au monopole. Alors qu'aujourd'hui, en réalité, s'il y avait des structures privées qui s'occupaient de racheter auprès des paysans ces productions et les mettaient en réserve, quitte à les vendre pendant cette période de soudure que nous traversons, on aurait réglé ce problème. Donc, le NASA n'était pas nécessaire pour régler ce problème. Il y a, et c'est là que il faut comprendre que le défi est commun. Et il faut que toutes les forces économiques et sociales de notre pays savent que c'est ensemble que nous allons régler les problèmes de notre pays. Ce n'est pas en nous affrontant les uns les autres. Vous savez, on élit un président de la République, chef de l'exécutif, pour qu'il puisse mettre en place la politique qui doit diriger la nation pendant 5 ans. C'est le contrat que nous signons avec le président de la République. C'est un contrat. Alors, donc, c'est les gens que nous élisons sur la base d'une vision, d'un projet de société qui nous a été présenté, d'un modèle qu'il nous propose. On ne peut pas se lever du jour au lendemain en cours de route et dire qu'il faut combattre ce que toute une nation choisit. Et je vous l'ai dit, il n'y a pas de souveraineté du peuple dans la rue. Je suis désolé. Comme il n'y a pas de souveraineté sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le nombre de manifestants dans la rue qui crient, ce n'est pas le nombre de personnes qui crient sur les réseaux sociaux qui détermine la souveraineté du peuple. C'est le corps électoral qui détermine la souveraineté du peuple, M. Diossou, vous le savez. Et donc, c'est une option de gouvernance, c'est un choix. Malheureusement, ce choix n'a pas été accompagné par des opérateurs économiques locaux qui auraient pu rentrer dans le secteur. Peut-être aussi par peur de tous ceux qui y sont et qui ont déjà pion sur rue dans la commercialisation de certains produits. On refuse même à l'État de chercher à prendre des taxes sur des produits qu'on est prêt à vendre aux étrangers. C'est quand même curieux, notre pays. C'est quand même curieux. Voilà ces débats. Donc, si nous ne mobilisons pas les ressources, comment est-ce que nous allons régler le problème, monsieur Joshua? La question reste entière. Parce que c'est facile de jeter la pierre au gouvernement en disant c'est parce que le gouvernement a supprimé le NASA alors que le régime de Yahya avait maintenu le NASA. Mais qu'est-ce que le NASA nous coûtait? Qu'est-ce que ça coûte aux contribuables béninois? Et quand est-ce que le NASA devient utile si ce n'est pas dans cette période-ci? Et donc, mais pourtant, c'est une structure qui emploie des gens à laquelle l'État doit payer des charges. Nous sommes dans un monde où de moins en moins nos économies africaines ne peuvent plus soutenir l'État-providence. Monsieur Johnson. Oui, je sais que vous n'êtes pas ici en tant que porte-parole du gouvernement, mais sur la question de la cherté de la Oui, vie, est-ce qu'on peut conclure que le gouvernement oui. actuel n'a pas de solution à cette problématique-là? Mais je viens de vous dire les causes de la cherté de la vie. Nous sommes dans un contexte international difficile Oui, et nous sommes dans un est-ce que contexte ce n'est pas régional le difficile. rôle Mais du gouvernement de trouver des il n'y a pas, palliatifs? oui, oui, mais dites-moi, il n'y a pas une solution miracle face à la cherté de la vie. C'est l'ensemble des actions du gouvernement, c'est l'ensemble des réformes, c'est l'ensemble des actions posées depuis qui visent
à permettre à notre pays de sortir de cet engrenage. Écoutez, j'ai la ferme conviction qu'avec les réformes mises en place dans différents secteurs, que à la fin de ce quinquennat, nous serions en mesure, dans la prochaine décennie, la décennie 2026-2036, d'aller chercher la croissance économique. Si nous avons la croissance économique, c'est que nous sommes en mesure de faire de notre pays, parce que nous avons encore des possibilités, des marges de progression. Quand vous voyez quelle est notre démographie et quelle est notre diversité culturelle, nous avons encore des croissances de progression pour aller chercher la croissance économique qui fera de nous la première puissance économique de notre région. Si, tant que le Bénin ne deviendra pas première puissance économique de notre sous-région, nous serons toujours à la merci des inflations. Toujours. Parce que moi, j'ai fait mon master sur l'influence économique des pays de la CEDEAO sur l'institution sous-régionale. Le cas du Nigeria. Le Nigeria est aujourd'hui la première puissance économique de notre sous-région. Et quand le Nigeria est grippé, tous les autres pays, tous. La preuve, il a fallu que l'économie nigériane commence par s'essouffler, que au Nigeria, le gouvernement décide de ne plus subventionner les produits pétroliers, que les prix flambent, et entraînant la spéculation au niveau des autres produits. Mais comment on résiste à ça? Ce n'est pas, ce n'est pas un mécanisme qu'il faut régler spontanément. C'est qu'il faut un ensemble de réformes, il faut un ensemble d'actions sur une durée donnée pour permettre à notre pays de devenir la première puissance économique de notre sous-région. C'est le défi, c'est l'objectif. Et si on dit que c'est utopique, dites à ceux à ceux qui vous disent que c'est utopique de l'obtenir pour les 10 ans à venir, après les 10 ans de Patrice Talon, dites à ceux qui disent ça que le progrès n'a jamais été utopique pour un peuple qui est prêt à se retrousser les manches. Monsieur Diosso, on ne peut pas régler cette question juste en subventionnant. Qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement fasse? Comment on règle ça? Il va subventionner les prix et augmenter le salaire des fonctionnaires. Mais je voudrais vous rappeler que nous avons sensiblement 70 000 fonctionnaires dans notre pays, sur une population de 12 millions d'habitants. Alors qu'ils sont faits pour les autres. Ceux qui sont dans le secteur privé, est-ce que nous allons obliger le privé aussi à augmenter les salaires? Donc, il n'y a pas de solution miracle pour régler la question. La seule solution, c'est de continuer à réformer, c'est de continuer à mettre en place des mécanismes économiques, des mécanismes fiscaux, des mécanismes industriels pour permettre à notre pays de devenir à l'horizon 2036 la première puissance économique de notre sous-région. Et nous pouvons y arriver. Nous sommes le Bénin. Nous sommes anciens quartiers latins de l'Afrique. Nous avons dans la diaspora nos frères comme vous et comme d'autres qui ont un génie exceptionnel, qui peuvent contribuer au développement de leur pays. Et donc, si nous voulons que notre pays évite ces choses, faisons tout pour faire du Bénin la première puissance économique à l'horizon 2026-2036. Et aujourd'hui, le choc de gouvernance que nous avons nous permet de construire ça. Alors, demandez aux acteurs politiques et aux partis politiques, s'ils vous disent que après Patrice Talon, il faudra tout reprendre, qu'on ne peut pas construire sur son socle pour aller à la croissance économique, pour aller au plein emploi. S'ils vous disent ça, considérez que ils n'ont pas le niveau qu'il faut. Parce qu'avec ce que nous avions, déjà en 8 ans, si les efforts sont maintenus pour qu'on finisse les 10 ans, nous aurons le socle de transformation globale de notre société. Et nous pouvons relever ces défis. Voilà pourquoi les syndicats doivent accompagner ce qui se fait et doivent mener aussi, au lieu de rester dans la lutte revendicative en permanence, doivent aussi mener des réflexions opérationnelles pour accompagner les décideurs. Parce que de quoi s'agit-il, monsieur? Il s'agit du Bénin. Et le Bénin ne peut régler les problèmes de chacun de ses enfants que si le Bénin devient fort. Or, nous avons tendance à penser qu'il faut que les Béninois soient riches et forts pour que le Bénin aille mieux. C'est faux. Il faut que le Bénin soit riche et fort pour que chacun de nous puisse s'en sortir. C'est de cela dont il s'agit. On peut peut-être vous opposer aussi par rapport, vous avez dit, le prochain gouvernement doit partir du socle, ce qui est fait actuellement, pour construire le Oui. futur. Est-ce que les problèmes que nous vivons aujourd'hui ne sont pas dus au fait que
le gouvernement actuel n'a pas identifié ce qui était positif sous Yahya Boni pour pouvoir rebâtir, pour pouvoir se projeter vers l'avenir? Écoutez, le gouvernement actuel, d'abord Patrice Talon, quel est le mandat qui lui a été confié? Le mandat qui lui a été confié, c'est un mandat de transformer le Bénin pour lui permettre de faire face aux défis du XXIe siècle. C'est d'abord ça, un mandat de transformation. Maintenant, ensuite, il y a un autre mandat, comme je le dis souvent, qu'il n'a pas demandé, mais qu'il a hérité de l'histoire. C'est le mandat qu'il vit, c'est celui de faire face aux différentes crises. Je rappelle que de 2017 jusqu'à 2022, nous avons connu une dizaine de crises. Crise économique, crise financière, crise sanitaire, et, et ensuite crise sécuritaire, avec le totalitarisme islamique qui est venu se joindre à nos défis. Vous pensez que quand on dirige un État et qu'on doit faire face à ces crises cycliques, qui depuis 2017, la même crise, qui est la crise en fait du basculement de la planète vers le leadership chinois, mute et prend des formes nouvelles. Quand on, quand on vient au pouvoir, rien ne peut préparer à la gestion de ces crises. Et maintenant, quand on fait face à ces crises, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à apparaître au plus pressé. Monsieur Diossou, le problème, c'est que le Bénin, une économie qui ne peut pas résister à ces différents chocs exogènes. Et il a fallu alors une transformation véritablement structurelle de notre économie. Parce que de quoi on parle? En fait, la gouvernance politique repose essentiellement sur la gouvernance économique. Et pendant longtemps, nous avons eu un modèle social qui préfère l'assistanat, un modèle social qui préfère la providence de l'État. Et c'est comme ça que nous avons nourri notre peuple. Un modèle social qui préfère euh, les chemins de crête aux chemins de ronde. Dans ces conditions, s'il n'y a pas une transformation structurelle de notre économie, nous ne pourrons pas faire face. Et je crois que le grand mérite de Patrice Talon, il se situe à deux niveaux. La volonté politique. Sa gouvernance inaugure le retour de la volonté politique dans la gestion des affaires publiques. Pendant longtemps, il y a des réformes qui devaient être effectuées, mais qui, faute de courage ou par préhension politique ou par crainte de perte de popularité, n'ont pas été engagées. Si les régimes qui ont succédé, si le président Bourigaï, dont j'ai été le conseiller, qui a vécu la première crise de 2008, la crise de subprime, si il avait engagé la transformation structurelle de l'économie béninoise, s'il avait engagé la transformation de notre modèle social, je crois qu'on aurait évité beaucoup de choses. 10 ans ne suffisent pas pour transformer, pour construire un pays. Comme je le dis, on ne construit pas un pays comme on fait une expérience au laboratoire, Monsieur Diosso, vous le savez autant que nous. Et donc, quand on parle d'une économie qui est une balance commerciale qui est déficitaire, avec une économie extravertie de type néocolonial, quand on hérite de cette économie pour faire face à un monde en rupture, il faut du génie pour transformer l'économie. Or, sans transformation de notre économie, on ne peut rien. Avec nos terres qui sont laissées en friche, nous ne ferons pas la course en tête de cette compétition sous-régionale dans laquelle nous sommes. Avec nos industries sinistrées, nous n'avons aucune chance d'être les premiers de cette compétition mondiale et sous-régionale dans laquelle nous sommes. Et donc, aujourd'hui, il y a une politique industrielle. Il y a une politique de transformation qui a commencé et qui doit être accélérée. La dernière fois, j'ai découvert par hasard qu'il y a un travail formidable qui se fait. Je ne savais pas, je n'étais pas informé de ça. Et j'ai été surpris de voir qu'au-delà de ce qui se fait à la GZ, comment ils appellent, à l'ADA et aux environs, il y a aussi d'autres structures qui font un travail formidable sur la main-d'œuvre que représente la jeunesse, un travail de formation. Monsieur Diosso, les défis de notre pays ont pour nom pauvreté, chômage. On ne peut pas régler ces questions sans une transformation structurelle de notre économie. C'est le défi devant nous. Et ce n'est pas seulement le rôle d'un gouvernement, c'est notre contribution à nous tous.
à nous tous, chacun d'entre nous. Vous savez, pendant longtemps, moi aussi j'ai été partisan de cette approche. Je pensais que l'approche qui était la meilleure, c'était celle juste, euh, voilà, d'amender notre modèle social et notre structuration économique, de garder les choses en l'état. Mais j'ai compris que sans une transformation en profondeur, on ne peut pas régler ces problèmes. Et je crois que c'est le mérite du gouvernement. Voilà. Et si des acteurs politiques continuent de vous dire, en 2026, tout est à reprendre sur le plan politique, économique, social, sinon le pays ne peut pas se développer, c'est qu'ils sont incompétents. Parce qu'avec ce que Patrice Talon a fait et son gouvernement, quel que soit le prochain président qui viendra en 2026, si il est un visionnaire, il peut aller chercher la croissance économique, il peut aller chercher le plein emploi, il peut positionner notre pays comme première puissance économique de notre sous-région. C'est possible. Nous avons les potentialités, nous avons les aptitudes, nous avons le génie qu'il faut pour ça. Il suffit d'orienter toute cette énergie vers un horizon commun. C'est ce que je pense. Ouais, merci beaucoup, Monsieur Fred. Avant de vous laisser la parole pour le mot de fin, je vais prendre quelques secondes pour remercier les internautes. J'ai Meryl Djokui, en tout cas juste pour un petit coucou. Didier Assoba, Rachel Aïpé et Elhadj Aliou. Donc, c'est des commentaires, ce pas des questions en tant que telles. Donc, je voulais D'accord? remercier tous les internautes qui ont euh, qui ont écouté l'émission en même temps que nous. Je m'excuse pour les désagréments au début. J'aurais pu vous recevoir dans vraiment de meilleures conditions, dommage, mais la technique, quand on n'est pas, on est loin, là, c'est parfois des choses qui arrivent. Donc, je vous laisse la parole maintenant pour votre mot de fin. Monsieur Diosso, mon premier mot de fin ira à nos concitoyens qui nous ont suivis ce soir. Je voudrais leur dire de, de croire en notre pays, de croire en ce qui se fait, en ce qui se construit, parce que l'histoire nous enseigne que la nuit de l'incertitude n'est pas dissipée par une soudaine illumination. C'est pas une lente série d'aurores incertaines. Le gouvernement travaille et les partis politiques qui le soutiennent, dont le mien, le parti auquel j'appartiens, le Bloc républicain, nous faisons des efforts. C'est vrai que nous n'avons pas souvent toujours eu l'opportunité de dire réellement qu'est-ce que le pouvoir fait et quelles sont les difficultés que nous rencontrons dans la construction de notre pays. Et c'est vrai que aussi, bon nombre de nos concitoyens ont pu voir leur espoir abîmé ces dernières années. Mais je pense que la volonté de construire un pays solide pour que les jeunes qui représentent 70% soient fiers de leur pays, cette volonté ne manque pas. Je voudrais ensuite demander à tous, à tous nos frères de la diaspora d'être plus indulgents envers ce qui se fait dans notre pays. Et Monsieur Diassou, je veux vous remercier. La dernière fois que nous avons échangé, c'était sur le plateau de nos compatriotes il y a quelques mois qui n'est plus parmi nous. Je veux avoir une pensée particulière aussi pour Monsieur Aouna, qui n'est plus parmi nous, une pensée particulière pour sa famille. C'était un grand monsieur, un grand ami. Et voilà, je voulais une fois de plus dire à toute sa famille condoléances, à vous aussi et à tous les internautes. Voilà, merci de m'avoir reçu sur votre émission. Merci beaucoup. L'émission sera traitée, sera disponible dans les prochaines heures pour la D'accord. diffusion. Merci beaucoup et bonne nuit Merci. à vous. Oui. Merci, merci, merci. Merci. Ce message. J'espère que vous appréciez toujours autant le contenu que je partage avec vous sur ma chaîne. Rejoignez ma communauté pour avoir le privilège de recevoir la version numérique de mes chroniques et une compilation de 200 chroniques sur l'actualité politique au Bénin publiées chez Lamentin. Si vous le souhaitez, cliquez sur le bouton rejoindre.